secondaire au ministère. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bienvenue mes chers invités, je le répète, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, suivons ensemble ce reportage de l'un de mes collègues. C'est les temps forts de la journée d'aujourd'hui. La troisième rentrée scolaire que le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a eu à superviser depuis son accession à la magistrature suprême. L'enseignement, pierre angulaire de tout développement, a été doté d'un nouveau programme de gouvernance afin de permettre à ce secteur de jouer pleinement son rôle qui passe par l'édification d'une école républicaine. C'est à partir de l'école Khotoboul Moum de Darnem que le chef de l'État a donné le coup d'envoi de la rentrée scolaire 2021-2022. En prélude à la cérémonie officielle, les élèves de cette école ont entonné l'hymne national du pays. Ensuite, des prix et distinctions ont été décernés aux élèves lauréats des concours nationaux. Ces derniers sont sortis du lot et ont marqué de leur empreinte l'année scolaire écoulée. En plus, des membres du personnel enseignant qui se sont aussi illustrés ont été distingués à l'aide de prix symboliques et en espèces. Les responsables pédagogiques n'étaient pas en reste, ils ont aussi été primés pour leur effort et dévouement. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mohamed Melani Ould, a affirmé que la hausse des allocations allouées au secteur de l'éducation, qui a atteint 18% en 2021, a favorisé des réalisations importantes. Il a dans cette optique mis en avant la hausse des salaires du personnel de ce département qui est passé de 48,9 milliards dans Sénouguia en 2019 à 103,38 milliards dans Sénouguia, soit une hausse de l'ordre de 14 milliards dans Sénouguia. Ce qui, dit-il, a permis le recrutement de personnel enseignant en plus d'une hausse des primes des employés de ce secteur. Il a à la fin déclaré que l'ouverture de cette année scolaire intervient au moment où le projet évaluation de la profession d'instituteur vient d'être lancé. Par la suite, le maire de la commune de Darnem, Momo Khotoboul Moum, a indiqué que les réformes réalisées grâce au programme et priorités constituent des acquis avec l'instauration d'une école républicaine. Ainsi, grâce à cette approche, dit-il, il est question d'édifier un système éducatif qui donne les mêmes opportunités à tous les fils du pays. À son tour, le président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves, Ahmed Ould Sakhir, a pour sa part affirmé que les ressources humaines constitue la richesse de ce secteur, appelant dans ce cadre à ce que ce domaine soit pourvu de ressources suffisantes afin de motiver le personnel enseignant, mettre à jour les programmes et fournir des infrastructures adéquates. Il a par ailleurs souligné qu'en dépit des moyens limités de la fédération qu'il préside, ils n'ont ménagé aucun effort pour représenter dignement le pays. Il a dans ce cadre indiqué qu'avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale, la fédération a pu obtenir un siège au secrétariat général de l'Association internationale des parents d'élèves. Le chef de l'État a, au cours de cette cérémonie, eu droit à une présentation sur le projet d'infrastructures mises en œuvre par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Il s'agit de la réfection et réhabilitation de 28 écoles à Nouakchott qui étaient délabrées et envahies par les eaux. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a présenté les différentes interventions de ce département dans le cadre de la modernisation et réalisation d'infrastructures scolaires de base au niveau de toutes les wilayas du pays. Le chef de l'État a en outre coupé le ruban symbolique du démarrage des travaux de l'école pilote Cheikh Ould Khotoboul Moum. Il s'est rendu au niveau de certaines salles de classe et a été accueilli par les élèves de cet établissement. Ces écoliers ont accueilli à l'unisson le chef de l'État avant qu'il ne se rende au niveau de cette exposition du secteur de l'éducation nationale et en particulier de l'Institut pédagogique national IPN. Il s'est enquis des acquis enregistrés dans l'élaboration de manuels scolaires et de programmes. Il a aussi pu s'informer de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information afin de mieux distiller le contenu pédagogique et permettre aux ayants droit d'être à même de relever les défis de ce secteur. Enfin, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a supervisé la livraison de 18 véhicules destinés aux inspecteurs régionaux d'enseignement des wilayas de Dehod, de la Saba, du Guidimaha, du Gorgol et de la capitale. Merci donc Abdoul Adama pour ce reportage qui est revenu sur les temps forts de la journée d'aujourd'hui. Je suppose que vous étiez tous les deux présents à cette journée. Vous pouvez me donner vos impressions? Qu'est-ce que vous avez plus marqué aujourd'hui? Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour féliciter et souhaiter une bonne rentrée scolaire 2021-2022 à toute la famille éducative, à toute la Mauritanie. Et je prie tous de ne ménager aucun effort pour que cette rentrée scolaire soit vraiment la plus réussie. C'était un événement extrêmement important, la présence du chef de l'État
son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, démontre l'intérêt qu'il accorde au secteur éducatif. Les moments forts, c'était le lancement de la rentrée scolaire à partir de Dar Naïm, une Muqata'a qui fait partie de la périphérie, et pour rapprocher un peu le citoyen lambda de tout ce qui se passe et d'important, surtout dans le secteur éducatif. Et on note, c'était vraiment visible, les enfants étaient en uniforme, ce qui prouve que vraiment c'est la citoyenneté. Ils vont se sentir tous les mêmes, toutes les communautés étaient là représentées, et quand les enfants portent l'uniforme, ils ne sentent plus de différence. C'était vraiment important de le souligner. Merci. Monsieur l'inspecteur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je saisis l'occasion justement pour moi aussi souhaiter une bonne rentrée à nos enfants et à toute la famille scolaire. Et bien sûr, une année de réussite, Inch'Allah, pour tout le monde. Ce qui m'a le plus, en réalité, ce qui m'a frappé, c'est s'il y a quelque chose qui frappe, c'est que vraiment, c'est un peu la présence du président de la République pour donner le coup d'envoi de la rentrée scolaire. C'est au moins significatif à plus d'un titre. Qu'on s'intéresse à ce qu'il y a de plus essentiel pour la vie de tout citoyen mauritanien. C'est-à-dire quoi? L'éducation. L'éducation qui est dans tous les foyers. Tout le monde est concerné. C'est un secteur très sensible et qui concerne tout le monde. Mais aussi, c'est le levier de développement du pays. Et plus on s'intéresse à l'éducation, plus en réalité, on s'oriente vers un développement meilleur, Inch'Allah, pour notre pays. Le ministère de l'Éducation nationale le ministre de l'Éducation nationale a indiqué dans son discours que des mesures ont été prises pour une ouverture des classes réussie. Il a cité, entre autres mesures, l'exécution de la feuille de route de la réforme dans les délais fixés. Il a demandé aux enseignants de redoubler d'efforts afin d'atteindre des objectifs. Comment le ministère compte procéder pour redonner à l'école ses lettres de noblesse? Bon, je dirais qu'on a déjà entamé cette étape. Et la preuve, c'est que le recrutement de plus d'enseignants, ça prouve que vraiment on veut combler tout le déficit et mettre les enseignants dans de bonnes conditions à travers l'augmentation de leur salaire, à travers les primes. Je donne l'exemple de la prime de craie qui était donnée juste pendant l'année scolaire, qui a été généralisée à toute l'année. Les 12 mois de l'année, les enseignants, les professeurs perçoivent leur prime de craie. Il y a aussi les primes d'éloignement qui sont devenues substantielles. Plus on est éloigné de Nouakchott, plus la prime d'éloignement est plus importante. Tout ça, c'est des conditions qui favoriseront la stabilité des enseignants dans les coins les plus reculés. Et la dernière activité, c'est le départ des nouveaux sortants, instituteurs et professeurs qui ont quitté dans de bonnes conditions. Dans 15 bis, ils sont tous arrivés sur le lieu de travail 48 heures avant l'ouverture des classes. Tout ça, c'est des choses qui se sont bien passées et qui pousseront les enseignants à accomplir leur mission. Monsieur Abdelrahman, comment le département compte donner à l'école ses lettres de noblesse? C'est une mission qui est très difficile. Oui, je pense que, comme l'a dit Madame la directrice générale, en plus de ça, il y a lieu au moins de s'arrêter sur un certain nombre de signes plus ou moins révélateurs d'une bonne intention et d'un bon départ. Surtout ce problème de distinction des lauréats au niveau du bac, du concours et les prix qu'on a aujourd'hui distribués, pas seulement au niveau national, comme vous l'avez vu ici, au niveau de Nouakchott, ça c'est sur le plan national, mais surtout sur le plan régional. Ici, sur le plan régional, on a primé les lauréats au bac. Primer les lauréats au bac au niveau régional, ça veut dire quoi? Ça veut dire primer 8 professeurs aussi encadreurs, 8 directeurs, chefs d'établissement,
Même chose pour le fondamental pour le concours. L'enseignant en arabe et l'enseignant en français. Pour le BPC, c'est aussi, on prime les professeurs dans les disciplines dans lesquelles les élèves font l'examen. C'est-à-dire combien? C'est à peu près encore 7 disciplines, donc à peu près 7 professeurs. Quand vous faites la multiplication par 15, ça c'est vraiment un ordre important, c'est des centaines de professeurs et d'enseignants qui sont primés. Dans les pays. C'est une première. Et ceci est de nature à motiver encore davantage et à donner à ceux qui peut-être veulent bien être comme eux ou suivre leur chemin, qui veulent bien aussi eux être primés. Et bien sûr, primés, pourquoi être primés? Ceux qui font leur devoir national, qui travaillent en parfaite conscience. C'est une sorte de reconnaissance. De reconnaissance d'un travail qui a été fait. Et je crois que ça, c'est un signe distinctif et positif cette année. Donc ça va encourager aussi bien les enseignants que les élèves. Bien sûr, ça encourage les enfants qui ont été primés, ça encourage les enseignants qui ont été primés. Et ceux qui n'ont pas été primés vont faire l'effort pour être primés l'année prochaine. Bien sûr, mais aussi le personnel d'encadrement, les directeurs. Parce qu'en réalité, il y a lieu de cultiver, disons, la qualité du leadership chez ceux qui gèrent, c'est-à-dire les chefs d'établissement, le personnel d'encadrement. Et il n'y aura pas que ça. Il y a aussi les inspecteurs des circonscriptions au niveau du fondamental dans chaque muqata'a du pays qui ont été primés. On parle surtout de l'enseignant essentiellement. De l'enseignant. Ce sont les hommes de l'ombre. On parle de toutes les manières. Hommes de l'ombre, pour nous, ça c'est la famille scolaire. Et la famille scolaire, il y a effectivement ceux qui travaillent dans l'ombre. Mais parfois ceux qui travaillent dans l'ombre, qui font leur travail et qui ont un grand boulot. Le travail de l'encadrement et l'encadrement de proximité est un travail c'est la garantie de la qualité de l'enseignement. Quand il n'y a pas d'encadrement de proximité, quand il n'y a pas d'encadrement pédagogique, il y aura toujours, et ça on le verra de toutes les manières. Ce qui est bizarre, c'est qu'on parle souvent plus de l'élève que de l'enseignant. Mais bien sûr. On dit, vous avez un bon élève. Il est très rare de dire qu'on a un bon enseignant, tout à fait. Un bon professeur. L'intérêt pour tout ça, c'est vers l'élève. C'est l'apprenant qui est notre objectif. Mais pour qu'il puisse effectivement réussir, pour que l'acquis scolaire puisse être reçu dans de bonnes conditions, c'est tout le monde qui doit y participer. Et même l'autre communauté scolaire, le parascolaire, qui a aussi un rôle à jouer. Madame Awa, est-ce qu'on peut dire que la mise en œuvre de la réforme de l'enseignement fondamental est déjà amorcée? Oui, elle a déjà été entamée, mais pour une réforme, on ne peut pas s'attendre tout de suite à un résultat, mais on est sur la bonne voie. Il faut attendre. On se dit quand même qu'en un seul mandat, on ne peut pas tout régler. On sait que le président s'est engagé à révolutionner le secteur éducatif. Et là, la réforme, on ne peut pas avoir un résultat immédiat, mais on a quand même bien démarré. Et en 2 ans, on a concrètement beaucoup de réalisations concrètes. Par exemple, l'augmentation du budget de l'éducation qui est passé de 16 à 18%. Ensuite, on a la création du système d'information et de gestion, SIGE. Ensuite, on est allé vers l'implantation de plus de 700 comités de gestion dans les établissements où les parents d'élèves aussi sont représentés. Ça dénote de l'importance que nous accordons à l'éducation et à la révolution que nous voulons apporter au secteur. C'est ensemble que nous allons le faire. On va parler de la mise en place du Conseil national de l'éducation. C'est quoi en fait cette structure-là? Bon, c'est à se demander même à quoi ça sert. Est-ce que ce n'est pas une structure parmi tant d'autres, comme on en a tellement vu? D'abord, ce n'est pas une structure comme les autres. D'abord parce qu'elle est constitutionnelle. Et depuis les indépendances. Ceux qui n'ont pas connu que c'est une structure qui existe et qui est là dans notre constitution et depuis, on en parle toujours au Conseil de l'éducation. Et effectivement, maintenant, il est logé au niveau de la présidence. C'est juste, et il a un rôle à jouer. Son rôle est
consultatif, il a un rôle d'orientation et bien sûr focalisé sur les stratégies générales du pays en matière d'éducation. Bien sûr, d'éducation et de formation. C'est bien sûr parce qu'il n'y a pas que... C'est tout ce qui concerne le secteur de l'éducation. C'est pourquoi il a été logé ailleurs, justement pour qu'il ait une vue, parce que c'est lui qui gère un peu, qui oriente dans tout ce qui est éducation. Je profite pour dire que cette réforme du secteur dont on parle et que la directrice générale vient justement de... Vous avez même posé la question, est-ce que ça a commencé au niveau du... Je dirais bien qu'elle a commencé. Mais, commencer, faut-il qu'on se mette dans les bases, effectivement, d'une concertation qui est effective. On veut un état de droit. Et dans un état de droit, il faut plus de concertation. Et pour que la réforme puisse effectivement perdurer, et pour qu'elle ait une valeur, pour la valoriser encore davantage, et il y a lieu qu'on parte vers des concertations, qu'on se concerte d'abord, voir quels citoyens voulons-nous, quel est le profil des citoyens que nous cherchons. Et pour cela, il faut nécessairement d'abord jeter les bases. Et c'est pourquoi, dans le cadre du discours du ministre de l'Éducation, son Excellence aujourd'hui, ministre de l'Éducation, il a parlé justement du Haut Conseil d'éducation qui est là pour... Et surtout des concertations qui vont commencer au niveau pour le secteur de l'éducation, qui vont commencer très bientôt, dans 2 ou 3 semaines. Et qui, de manière plus ou moins, si c'est par accident, vont aussi se retrouvent accidentellement vont coïncider avec celles des concertations générales, politiques générales nationales, et qui ne sont pas aussi de moindre intérêt. C'est aussi, donc, et il est surtout le SIG, le système d'information et de gestion, qui est là et qui justement nous amène notre secteur à rentrer dans le domaine du numérique pour gérer de manière rationnelle et transparente ce que nous avons aussi bien comme ressources. Tout ce qui est effectivement point de vue éducation, que ce soit dans le cadre de la ressource humaine, tout est maintenant dans le système d'information et de gestion, il est là pour ça, pour un peu gérer le système d'éducation, gérer ce que nous avons comme ressources humaines sur tous les plans, à partir des élèves. Si vous voyez qu'aujourd'hui, on a parlé effectivement de la construction de salles de classe, de plus de 2000 salles de classe, dont 1000 a été déjà ont été réceptionnés. Ces 2000, pourquoi construire tant de classes? C'est parce que quelque part, il y avait de la pléthore. Il y avait la pléthore dans les classes. Et nous, dans le cadre du recrutement des 6000 recrutements qui sont d'enseignants, qui sont maintenant les 6000 enseignants à recruter, c'est parce que, justement, quelque part, on conçoit un ratio de 60 à 63 élèves par salle. Ce qui est, effectivement, et là, effectivement, le déficit. C'est pourquoi on veut bien résorber les déficits. Mais quelles que soient les conditions, il y aura toujours, malgré tout cela, il y aura toujours une possibilité d'avoir des manques ou des insuffisances quelque part. Mais quand même, c'est un pas à l'avant. Et le cadre de la réforme, on l'a commencé, mais on ne peut pas oublier les cohortes qui sont là et qui, effectivement, ont besoin, elles aussi, d'être aidées et d'être perfectionnées. Donc, on ne peut pas oublier quelqu'un, tous ceux qui sont dans le système, effectivement. Et je crois que la réforme a commencé. Et, Inch'Allah, elle espérons qu'elle va aboutir. On ne peut pas ne pas évoquer la question sanitaire.
Parce que vous vous rappelez que les années précédentes, l'année scolaire passée, l'année d'avant, ont été perturbées par l'apparition de la pandémie. Qu'est-ce qui a été prévu dans ce cadre pour la prise des cours cette année? J'ai remarqué qu'il y a le nettoyage de certaines écoles, etc. Mais est-ce que vous pouvez nous édifier là-dessus? Oui, je profite de l'occasion pour rappeler que toutes les mesures ont été prises pour que cette reprise des classes se passe dans de bonnes conditions. Par rapport au Covid-19, malheureusement, nous avons passé 2 ans, et ce n'est pas spécifique à la Mauritanie, partout dans le monde ça a perturbé, mais quand même on a pu gérer. Cette année, le personnel enseignant a été conviés à la vaccination. Beaucoup d'entre eux se sont vaccinés et toutes les mesures barrières vont continuer à être respectées. C'était une occasion pour nous. Le 24 septembre passé, nous avons organisé un atelier pour les DREN. C'était une occasion pour nous de discuter de long en large pour prendre toutes les mesures pour que l'année scolaire se passe bien et qu'on tienne compte de tous ces phénomènes liés à la santé de nos élèves. La santé de l'élève, la santé de l'enseignant. La santé de l'enseignant, la santé de l'élève, les mesures d'hygiène de façon générale, mais aussi certainement, on pense toujours à ce problème disons, de sécurité en milieu scolaire, et qui est surtout dans les grandes villes. Et qui sont bien sûr un projet qu'au niveau du ministère, ils sont en train effectivement de mettre en place. Mais d'un point de vue, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été fait, vous l'avez vu, vous l'avez dit vous-même, qu'il y avait le 30 septembre, c'était une journée de balayage et donc d'hygiène, de volontariat. Elle a touché toutes les écoles de la République. Parce qu'il y avait aussi bien les autorités éducatives, mais surtout et aussi les autorités administratives et bien sûr la société civile. Donc c'est tout le monde qui a été convié pour effectivement penser à un milieu plus ou moins sain au niveau de ces écoles. Et c'est une entreprise qui a été un peu... qui a été... c'est-à-dire que c'est toutes les écoles de la République qui ont été... C'était ça la question. C'est-à-dire qu'en réalité, pour que l'élève puisse évoluer, il faut un milieu favorable, il faut aussi bien un milieu aéré, un milieu sain, parce que pour avoir un individu sain, ce qui est normal. C'est ce qui explique l'opération de nettoyage qui a été lancée. Je vais demander la question, vous avez même répondu un peu à la question, est-ce que les fonctionnaires ont été soumis à l'obligation du vaccin par rapport du vaccin anti-Covid? Est-ce que les fonctionnaires aussi du ministère de l'Éducation... Oui, tout à fait. Tous les moyens ont été mis à leur disposition pour que le vaccin se passe bien à travers les établissements au niveau central. Beaucoup de notre personnel ont pris leur vaccin, leur première et deuxième dose et même la dose unique, pour certains. On a même saisi l'occasion des corrections du baccalauréat et du BPC, du brevet, pour amener les équipes mobiles dans les salles de correction et les professeurs étaient vaccinés directement. Moi-même, j'étais là pour coordonner cette opération, aussi bien au niveau des centres du brevet, de correction du centre de brevet, bien sûr. Et une question, puisque vous évoquez les brevets, quelqu'un m'avait demandé, un téléspectateur m'a demandé de poser la question de savoir pourquoi il y a eu tant de blocages cette année au niveau du brevet. Parce qu'il paraît que les élèves qui ne sont pas admis au brevet ou qui n'ont pas une certaine moyenne ne peuvent pas passer vers la classe supérieure, c'est-à-dire vers le lycée. Qu'est-ce qu'il en est? C'est juste ça, c'est juste, vous savez, ça a été introduit cette année. Ce n'est pas du tout introduit cette année. Depuis la réforme de 1999, pour revenir un peu derrière, on pensait à un système de filtration pour une meilleure qualité de l'enseignement. Et on pensait même, au niveau de la réforme de 1999, il était même prévu que tous ceux qui ne réussissent pas, le brevet ne passe même pas en classe de 5e. Mais pour ne pas laisser, parce qu'il y avait des mesures d'accompagnement qui suivaient, qui étaient là et qui devaient se faire, qui devaient accompagner la réforme et qui ne l'étaient pas. Surtout dans le domaine de centres professionnels, pour un peu ouvrir la porte à ceux qui
restent un peu, disons, sur la route, ceux qui ne peuvent pas réussir, etc. Il fallait leur créer trouver une solution. Trouver une solution pour les insérer ou bien sûr trouver pour qu'ils puissent avoir des opportunités d'intégrer la vie courante, la vie active, professionnellement, etc. Mais comme il y avait un manque de ce côté-là, et comme il fallait, au moment où on arrivait effectivement au BPC, il y avait un petit pourcentage, disons, je crois que, je ne peux pas donner les chiffres exactement, mais je sais que c'est en dessous de 8% qui ont réussi leur BPC. Et là, c'était un véritable problème. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les 92%? À ce moment-là, il y avait bien sûr, ceux qui étaient au devant, on pensait effectivement, disons, faire des réglages. Et ces réglages, justement, il y a eu des arrêtés. Il y a eu un arrêté même qui a été en ce sens-là et qui disait qu'effectivement, il y avait, au moment où il fallait penser seulement au niveau de la note du brevet, il fallait aussi penser à la note annuelle. Et donc, on disait que tous ceux qui ont moins de 7 sur 20 au niveau du BEPC ne pouvaient en aucun cas aller en classe supérieure. Donc il faut aller avec ceux qui ont plus de 7 et plus. Même si pendant l'année scolaire, ils avaient de bonnes notes et que la moyenne générale les faisait passer. Et même s'ils avaient de bonnes notes, il faut une note de 7. Mais il faut savoir qu'il y a une exigence de qualité qui est demandée. Pourquoi amener des gens qui vont rester encore sur la route? C'est-à-dire, il y avait un enjeu, il y avait véritablement quelque chose d'extrêmement sérieux et difficile, des décisions qui sont extrêmement difficiles. Mais de toutes les manières, il y a un arrêté qui définit toute cette panoplie. Donc, c'est-à-dire, pour répondre à votre question, effectivement, ceux qui ont moins de 7 ne pouvaient en aucun cas accéder à la classe supérieure. Définitivement. On va parler maintenant de l'action au soutien de parents. Vous l'avez même évoqué vous-même, Madame la Directrice. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour améliorer les conditions de vie des enseignants? Beaucoup de mesures ont été prises. Par rapport à cela, nous avons connu une augmentation substantielle du salaire des enseignants, en plus des primes d'éloignement, des primes de fonction. Tout ça, ça prouve que l'État ne ménage aucun effort pour que les enseignants soient dans de bonnes conditions. Et tout récemment, l'élaboration du guide de valorisation du métier d'enseignant. On est en cours d'exploitation de ce guide et les syndicalistes étaient avec nous pour voir ensemble quelles sont les priorités de ces enseignants et dans quelles conditions les satisfaire. On ne peut pas le faire en une année ou 2 ans, mais quand même nous sommes sur la voie quand même de chercher à les mettre dans des conditions qui vont leur permettre quand même d'exécuter convenablement leur travail. Quelles sont les conditions? Qu'est-ce qui a été apporté? Qu'est-ce que le département a apporté ces dernières années aux enseignants? On a parlé de la prime de créer, c'est ça, et la prime d'éloignement. Qu'est-ce qui a été? Donc, de toutes les manières, il y a eu un plus, même si nous pouvons dire que c'est encore. Ce n'est pas encore. C'est déjà le début de quelque chose. Mais quand même, c'est le début de quelque chose. Et il y a eu la prime d'éloignement qui a été effectivement multipliée par 100 ou 150. Ça veut dire quoi, au juste? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que. C'est-à-dire que les mesures qui ont été prises étaient surtout focalisées sur ceux qui sont sur le terrain. C'est-à-dire qu'une prime d'éloignement pour un enseignant qui est à Rosso et celle d'un enseignant qui est à Néma, ce n'est pas la même prime. Non, ce n'est pas la même, parce que la prime d'éloignement est une prime, et ceux qui sont à Vassalagnéré et à Bir Bograïm ne sont pas comme ceux qui sont à Zverat ou à Néma même. Donc, ça dépend du coin dans lequel nous sommes. Il y en a qui vivent aussi dans... C'est-à-dire ceux qui sont dans de grandes villes, ceux qui sont dans des campagnes. Oui, tout à fait. Il y a des différences. Il y a des différences. Effectivement, c'est une manière de motiver. Je vous ai dit
que c'est une manière un peu de motiver ceux qui sont sur le terrain. Et surtout que, pour le moment, les améliorations sont dirigées vers les enseignants qui sont sur le terrain, c'est-à-dire qui sont en classe. Et c'est une manière un peu de penser. Vous savez que par les temps qui courent, le salaire de l'enseignant et le métier de l'enseignant n'est pas attractif. Et comme le disait la directrice générale maintenant, cette valorisation du métier de l'enseignant, elle est là pour un peu une manière de trouver une solution, une issue ou une tentative de trouver, les gens. c'est-à-dire d'amener le métier d'enseignant à être plus attractif pour que tout le monde puisse vouloir être enseignant. Ce n'est pas toujours... Pour que le point Jean puisse rêver, l'élève puisse lui-même rêver d'être enseignant. Bien sûr, et puis qu'il y ait une qualité aussi. On m'a parlé d'un guide, c'est la valorisation du métier de l'enseignant. Ça rejoint à ce que vous aimez. Est-ce qu'on peut avoir une idée de guide? Bon, le guide vient d'être élaboré et on a tenu juste une réunion. La commission a fait juste une réunion. Ils sont en train encore de discuter avec les syndicalistes pour voir le contenu de ce guide, s'il est à améliorer ou si la version initiale leur convient. Donc, on ne va pas anticiper. On aimerait attendre que le guide soit validé pour qu'on en parle. Ouais. Mais quand même, je tiens quand même à vous dire que les syndicats qui étaient représentés ont beaucoup valorisé et aimé le contenu de ce guide. Et là, ils sont en discussion. Mais c'est sûr qu'ils aboutiront à des résultats satisfaisants. Et en plus de cela, nous avons encore la création du corps instituteur principal qui soutient que l'enseignant peut passer du cycle B vers le cycle A dans la fonction publique. Tout ça, c'est des actions qui pousseront l'enseignant à savoir qu'il est un fonctionnaire, qu'il est important et qu'il peut vraiment être ambitieux et qu'il peut s'améliorer sur le plan professionnel. L'introduction de l'uniforme, est-ce que c'est devenu effectif, l'uniforme scolaire? De toutes les manières, je ne peux pas... C'est peut-être la directrice générale qui oui, l'introduction de l'uniforme fait partie du projet de son Excellence, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, qui l'avait souligné dans son programme électoral. Et on a vu que l'année passée, lors du lancement de la rentrée scolaire en Boutch, il en a parlé. Et on commence à le faire. On ne peut pas dire que ça va se généraliser tout de suite, mais quand même, on a engagé l'uniforme, les enfants, c'est surtout pour inciter les enfants issus de familles vulnérables à être dans les mêmes conditions que les autres. Si les enfants portent la même tenue à l'école, ils ne vont pas sentir de différence sur le plan social. Ils vont se sentir les mêmes, ils vont apprendre, certains ne vont pas se sentir au-dessus des autres. C'est une action à louer et à vraiment valoriser. Exactement. Le sens de l'uniforme, effectivement, il cultive un peu un esprit et une volonté d'intégration des élèves entre eux et une meilleure intégration des enfants entre eux et qu'ils puissent vivre ensemble sans distinction. Et ensuite, ça facilite l'ancrage chez les enfants de l'unité nationale, de la cohésion sociale. Ils ne vont pas sentir de différence. Ils vont se dire qu'ils sont identiques, ils sont les mêmes. Ils vont s'aimer, ils vont grandir ensemble. Et l'enseignant lui-même ne pourra pas faire distinction entre ses élèves parce que d'apparence déjà, ils sont identiques. C'est ça. On va aborder autre chose, la cantine scolaire. Je vais avoir un mot là-dessus. On en a parlé l'année dernière. Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que c'est généralisé? Pour votre information, les cantines existaient juste dans 8 wilayas. Dans le programme ambitieux du chef de l'État, c'est déjà en cours, c'est la généralisation des cantines scolaires dans toute la Mauritanie, sauf Nouakchott. Actuellement, nous avons 172 000 élèves qui bénéficient de cantines scolaires. C'est extrêmement important. L'enfant, quand il va à l'école sans manger, il ne pourra pas tout retenir. Les cantines
était prise en charge par un seul partenaire, le Programme alimentaire mondial. Depuis 1964, il accompagne la Mauritanie. Maintenant, on est heureux quand même de vous dire que le gouvernement mauritanien a apporté une grande contribution dans la généralisation de la cantine scolaire. En bout, si on se réfère à l'année passée, c'était le lancement de la généralisation des cantines scolaires. Plus les enfants sont dans de bonnes conditions, surtout dans les coins les plus reculés de la Mauritanie, si les parents sont au champ et ils savent que leurs enfants sont pris en charge pour le petit déjeuner et le déjeuner à l'école, ils sont rassurés, ils peuvent vaquer à leurs besoins. Et on a remarqué aussi que c'est une rétention, la cantine favorise la rétention des enfants à l'école. S'ils sont sûrs qu'à l'école, ils vont manger, ils s'empressent d'aller à l'école le plus tôt possible et y rester. Et c'est prouvé, beaucoup d'études prouvent que l'enfant, le matin, quand il ne mange pas, quand il va à l'école, il n'est pas réceptif. C'est une occasion aussi de rappeler qu'en plus du PAM, nous avons un second partenaire qui est venu contrepart. Par rapport à tout ça, le gouvernement a alloué une ligne budgétaire pour les cantines, spécifique aux cantines scolaires. C'est une première et c'est extrêmement important. Et on pense même à faire des internats, c'est dans le programme, des internats au niveau du secondaire. Monsieur Abdelrahman, un mot sur les cantines scolaires avant d'aborder parce que il ne reste pas beaucoup de temps. Oui, non. C'était juste pour dire que la cantine est extrêmement importante parce que généralement, il y a un grand intérêt qui est accordé à ces cantines parce qu'elles touchent généralement les élèves issus des milieux vulnérables. Et cette vulnérabilité, elle est là, c'est sur lequel nous focalisons. Je vois qu'il y avait à peu près 1052 cantines scolaires qui ont été ouvertes. On pense bien sûr encore élargir le champ pour cette année. Donc, et toutes les wilayas maintenant sont concernées. Et bien sûr, il y a un peu maintenant la participation du CSA, de Ta'azur, du CSA et Ta'azur de contrepart, c'est-à-dire du gouvernement américain. Et bien sûr, toujours celle du PAM aussi. Oui. Nous rappelons que le gouvernement mauritanien, à travers le ministère de l'Éducation, ils ont décidé de prendre toutes les wilayas qui n'étaient pas couvertes par les deux programmes. Par exemple, Contrepart a pris 2 wilayas, le Gorgol et le Brakna. Et le gouvernement mauritanien, à travers cette ligne budgétaire, a pris les wilayas qui n'étaient pas couvertes par cette enveloppe. On va évoquer un dernier point. 800 enseignants, je suppose, qui viennent d'achever leur formation vont renforcer le corps enseignant. Je crois que c'est les chiffres, je ne sais pas si c'est exact, dans les wilayas de l'intérieur. Comment c'est affecté, on a procédé à leur affectation? Est-ce que le nombre est exact? Pour ce qui est des statistiques, bien sûr, le nombre est exact. Et leur affectation a été faite, apparemment, et aussi la concertation a été faite avec les syndicats, parce que les syndicats ont été appelés. C'est-à-dire les syndicats des syndicats d'enseignants ont été appelés pour voir un peu les critères. Donc ça fait en concertation avec eux. Oui, c'est ce qui se dit. De toutes les manières, ils étaient appelés pour discuter avec eux et au moins leur faire part des critères qui ont été à l'origine de l'affectation de tels. Ça, c'est pour une plus grande transparence. Ça, c'est d'un côté. Mais il n'y a pas que cela. Disons, il n'y a pas que 800. Nous, on parle de chiffres de 6 000 enseignants. 6 000. Donc, la chose n'est pas aussi... disons, le nombre est assez important. Donc, il n'y a pas que 800 enseignants. Mais en plus de cela, et c'est ce qui est en réalité le plus essentiel, c'est que maintenant on pense non seulement à la formation initiale, c'est-à-dire des enseignants, parce que ce que nous cherchons, c'est un peu la qualité. Il n'y a pas que seulement la quantité qui intéresse pour le moment le ministère de l'Éducation. Elle est alliée maintenant à la qualité. Il faut allier qualité et quantité. Et pour cela, on avait un problème. C'est-à-dire, il y avait un problème. Un problème qu'on sentait au niveau des niveaux, et qui n'est pas au niveau un peu des enseignants, et qui est peut-être dû, ce sont des hypothèses, de la manière, dit au niveau de la formation initiale, et des mesures ont été prises pour restructurer les élus à travers les programmes des élus
la durée de formation. Et ça, c'est une manière de valoriser encore le métier de l'enseignant. Vous savez que maintenant, on ne prend plus que des bacheliers ou des licenciés. Et il va falloir un peu penser, c'est des gens qui ont au moins un background plus ou moins important. Et la formation s'étale sur 3 ans. Maintenant, la formation s'étale sur 2 ans. Mais au lieu que la formation reste une formation plutôt théorique, mais on allie la profession, c'est-à-dire d'enseignant, c'est-à-dire la théorique et le pratique. Et pour cela, des mesures ont été prises dans ce sens dans le cadre de la formation initiale. Sans oublier le nombre d'enseignants que nous avons et qui avaient besoin d'une formation continue qui n'existait presque pas. Donc, il y a maintenant, au niveau de l'année dernière, il y a eu ce test d'évaluation au niveau des enseignants du primaire. Et c'était pour un peu avoir une idée, pour quelqu'un qui veut faire une formation continue doit d'abord savoir quel est le besoin. Il faut avoir une idée du besoin de chaque enseignant. Si c'est un besoin pédagogique, si c'est un besoin administratif, parce qu'il aura à jouer, à gérer, et il a un rôle aussi, d'encadrement pédagogique. Donc, il y a un certain nombre, on a évalué, il y a eu une évaluation qui a été faite pour avoir une idée des besoins, pour que, effectivement, la formation continue puisse avoir un sens. C'est une dernière question à Madame la directrice. Pouvez-vous nous dire est-ce que l'année dernière a participé? Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui s'est passé l'année dernière? On ne peut pas ne pas être satisfait, mais on veut encore plus. Par exemple, si on revient à la source, le recrutement de 100 formateurs de l'ENI, ce n'est pas fait gratuitement. C'est pour améliorer le rendement et pour que les futurs enseignants aient une formation solide et qu'ils puissent faire convenablement leur travail. Et en plus de cela, il y a 62 inspecteurs de l'enseignement secondaire qui vont accompagner tout ce processus et 60 inspecteurs adjoints de l'enseignement fondamental. Tout ça, ça prouve que le secteur éducatif ne ménage aucun effort pour qu'il y ait un suivi. Et on ne peut pas ne pas évoquer le nombre de véhicules qui ont été réceptionnés aujourd'hui. Les IDEN, les DREN, ce sont les techniciens, ce sont les hommes de terrain. Le fait de leur octroyer des voitures, c'est les satisfaire pour qu'ils puissent vraiment accéder aux établissements les plus loin. Et l'enseignant, quand il sent qu'il y a un suivi, il est tenu d'être plus responsable. Il sait qu'il doit être évalué, il va se donner, il va s'améliorer. Et tout ça, c'est des paramètres à ne pas négliger. Mais on ne peut pas donner tout de suite un résultat et dire qu'on est tous satisfaits. On va encore aller plus. On est vraiment ambitieux pour l'école mauritanienne. De manière très brève. De manière brève. Parce que nous sommes à la fin de Parce qu'exactement ce qu'il y a de plus essentiel, et celui-là, c'est ce qui concerne un peu la partie qualité de l'enseignement. J'aurais voulu qu'on parlait un peu du livre. Combien de livres, c'est-à-dire au niveau du manuel. On parle de distribution gratuite. Il y a une distribution bien sûr gratuite. Oui. Mais il y a au niveau, on a eu des annales du bac parce qu'on a une idée des résultats du bac, etc. Au niveau de l'inspection générale, on a eu avec, bien sûr, avec nos partenaires de l'AFD, on a eu à produire et à avoir plus de 67 000 annales du baccalauréat qui seront justement distribuées pour tous les élèves de 7e, toutes filières confondues. Il y aura au moins 3 annales dans ces matières principales. Donc ça c'est pour le public. Et pour le privé, nous les avons sur support électronique pour, bien sûr, les donner pour que tout le monde puisse en bénéficier. Ça c'est en plus, bien sûr, du fait que l'encadrement de proximité, qui est important parce que nous sommes en train nous venons tout juste au niveau de l'inspection générale, en 2020, de faire une révision des programmes.
Et ça, c'est un élément qui est suivant, selon une vision holistique, c'est-à-dire qui prend en compte un peu la totalité toutes les dimensions de l'élève, c'est-à-dire de l'apprenant. Et qui est de nature à quoi? Cette vision, nous la voulons inclusive. Inclusive, c'est-à-dire que les programmes ont été réécrits d'une manière à pouvoir effectivement amener, donner toutes les stratégies à l'enseignant pour qu'il puisse faire son... C'est-à-dire c'est vraiment un guide qu'il a, non plus un programme en quelques points, mais plutôt quoi? Un guide dans lequel il prépare. Et il y a même des préparations, des cahiers de préparation qui ont été faits dans le cadre au niveau de l'enseignement fondamental, l'inspection de l'enseignement fondamental. Chaque enseignant en classe aura son cahier de préparation en première et en deuxième année, qui sont les 2 années maintenant de cette révision des programmes. Donc, il y a un tas d'éléments, disons... Il y a beaucoup de choses à dire, mais on signale déjà de notre côté que c'est la fin de l'émission. Okay, dommage. Et je rappelle à mes téléspectateurs que j'avais comme invité Madame Awa Yerodja, qui est directrice générale de l'enseignement au ministère de l'Éducation nationale. Et j'avais également comme invité M. Hamoud Abdelrahman, qui est inspecteur de l'enseignement secondaire au ministère de l'Éducation nationale. Chers téléspectateurs, c'est donc la fin de cette émission. Continuez de suivre sur le petit écran les programmes d'Al Mauritania. J'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci mes chers invités. Merci.